Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au fondement de la posture de thérapeute grâce à un concept élaboré par le docteur Reynaldo Perón et enseigné aujourd'hui à l'Institut de formation et d'application des thérapies de la communication. Et ce concept, c'est celui des 4 piliers de l'intervenant. Bonjour à tous, je suis vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de ce concept qui, de mon point de vue, est vraiment d'une très grande pertinence, non seulement bien sûr pour la posture du thérapeute, mais vous allez voir que ça peut servir également dans plein d'autres professions. Je serais d'ailleurs très curieux de savoir de votre position professionnelle à vous, si ce concept vous apparaît pertinent et s'il éclaire des choses dans votre pratique du quotidien. Alors ces 4 grands piliers dont on va parler, je vais vous les définir d'abord un par un, et puis vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo, je vous expliquerai également comment est-ce qu'ils s'imbriquent les uns dans les autres et quel lien est-ce qu'il est possible de faire. Et ces 4 grands piliers, c'est l'autorité, la responsabilité, le pouvoir et la légitimité. Et ce que je vous propose de faire, c'est d'abord de voir ces 4 piliers comme étant des qualités fondamentales qui sont incarnées par l'intervenant pour son intervention auprès des clients. Et une des raisons qui font que ce sont des qualités essentielles, c'est que lorsque l'intervenant les incarne vraiment profondément, qu'il est bien centré sur chacun de ces 4 piliers, à ce moment-là, il peut les transmettre. Si on ne parle que du champ de la thérapie, vous allez voir que déjà, rien que le fait de transmettre ces 4 qualités fondamentales, ça fait déjà une thérapie, mais que ce n'est pas seulement utile dans le cadre thérapeutique. À titre d'exemple, ces 4 piliers peuvent être intéressants également pour comprendre les institutions, pour comprendre les entreprises, ça peut être intéressant pour de nombreux professionnels de champs d'activité très différents. Ce que je vous propose, c'est de commencer tout de suite par le premier, ce premier grand pilier qui est l'autorité. Si vous acceptez cette proposition, l'autorité, c'est la crédibilité que le thérapeute s'accorde à lui-même. D'une certaine manière, c'est une auto-validation. C'est quelque chose qui vient de soi et qui n'est pas transmis. Ce n'est pas possible de l'avoir si on ne la gagne pas soi-même. Et comme cette autorité est autogénérée, elle ne peut pas être transmise par une instance extérieure. Donc elle va se gagner ou se perdre en fonction des aléas de la validation du contexte. Et les facteurs qui alimentent cette autorité viennent de 2 sources différentes. La première, c'est la connaissance, et la seconde, l'expérience. Si on commence par la connaissance, on pourrait dire que ce sont tous les apprentissages qui ont été effectués par une personne. Et tout ça grâce aux opportunités qui se sont présentées et à travers lesquelles un enseignement a pu être réalisé. C'est-à-dire que d'une certaine manière, ça ne suffit pas qu'il y ait une exposition à un savoir. Encore faut-il être capable et être en mesure de pouvoir l'assimiler, de pouvoir l'intégrer. Ça peut par exemple être le cas si jamais il y a des particularités cognitives, une déficience intellectuelle ou des troubles des apprentissages. À partir de ce moment-là, vous voyez, ça ne suffit pas d'être exposé à un apprentissage pour pouvoir l'assimiler. Il peut y avoir une barrière qui s'oppose dans ce processus. Pour vous donner un autre exemple qui n'est pas lié au handicap, imaginons un enfant qui grandit dans un contexte dans lequel, au niveau familial, il y a de la violence conjugale ou dans lequel il y a beaucoup de disputes, des conflits de haut niveau. À ce moment-là, évidemment, que cet enfant va avoir beaucoup plus de mal à être disponible par exemple à l'école pour pouvoir engranger les savoirs qui lui sont proposés par ses enseignants. De la même manière, imaginons une personne qui dès le matin est préoccupée par sa survie, simplement, ou alors est préoccupée par la manière dont elle va pouvoir faire manger sa famille le soir, on comprend bien que cette personne-là ne va pas être disponible de la même manière pour acquérir des connaissances théoriques par exemple. Par contre, elle va pouvoir acquérir des savoirs expérientiels, des savoir-faire. Ça, on y reviendra tout à l'heure. Cette base de connaissances, elle est un véritable patrimoine, c'est un véritable trésor, mais qui doit être appréhendé avec beaucoup de philosophie, puisqu'elle dépend éminemment du contexte. Ce qui a pu faire autorité à un moment, ou dans une période du cycle de vie, peut ne plus faire autorité dans une autre période. Également, ce qui peut faire autorité dans un contexte peut ne plus du tout faire autorité dans un autre. Pour parler de la notion de cycle de vie, je peux par exemple avoir une grande connaissance de la manière d'éduquer les enfants quand ils ont moins de 10 ans par exemple, mais lorsque ce sont des adolescents ou des jeunes adultes, être complètement perdu. Donc vous voyez, tout cela est vraiment dépendant du cycle vital dans lequel on est. Si d'ailleurs ça vous intéresse cette notion de cycle vital de la famille, je vous renvoie vers une précédente vidéo que j'avais faite sur ce sujet-là. Et puis si je perds tout mon argent du jour au lendemain, eh bien je vais me retrouver tout d'un coup dans un autre contexte, et toutes les connaissances que j'ai accumulées jusqu'à présent ne vont me servir absolument à rien dans le meilleur des cas, et dans le pire des cas, ça peut même me rendre inadapté au nouveau contexte dans lequel je me trouve. Ça me fait penser à quelque chose, je vais faire une petite digression très rapide. J'ai écouté il n'y a pas longtemps un épisode de podcast qui s'appelle Brise-Glace, que je vous encourage à aller découvrir d'ailleurs, et dans cet épisode bien particulier, il s'agissait d'une femme qui s'appelait Leila, et cette femme en fait elle a découvert à 30 ans, quand son père est mort, qu'en fait il avait un patrimoine énorme, et elle s'est
retrouvé du jour au lendemain à passer d'une classe assez populaire, d'une classe sociale assez populaire, à être propulsée à être millionnaire ou milliardaire. Et donc du coup, elle a dû s'adapter tout d'un coup à un tout autre contexte. Et on voit bien à ce moment-là le décalage qui peut exister entre les apprentissages qui ont été faits dans un contexte et ceux qui sont demandés dans un autre. Et là où elle était parfaitement adaptée dans son milieu populaire, elle ne l'était plus du tout dans ce nouveau contexte très mondain où il fallait avoir une connaissance de l'étiquette. Et ensuite, il faut qu'elle se réadapte lorsqu'elle rentre dans son pays en Suisse, dans laquelle elle est dans un milieu différent. Les amis qu'elle a en Suisse sont des amis qui l'ont connue avant qu'elle ait tout cet argent qui lui tombe dessus. Donc on voit bien dans cet exemple à quel point la connaissance est liée aux aléas du contexte. Et maintenant, la seconde source qui alimente cette autorité, c'est l'expérience. Et on peut dire que l'expérience, c'est une connaissance qui est acquise par la pratique. Et elle se réfère à tous les apprentissages qui sont effectués en fonction des essais, des erreurs, des échecs, et de tout ce qui est lié à une connaissance empirique ou formelle, et qui est réalisé à travers une expérience. Je prenais l'exemple tout à l'heure d'une personne qui serait préoccupée tous les jours pour sa survie. Prenez l'exemple du film, par exemple, dans lequel vous avez... comment il s'appelle cet acteur déjà? Ah oui, c'est Tom Hanks, son nom. Je me souviens dans ce film, la manière dont il avait dessiné un visage sur un ballon qu'il avait appelé Wilson. J'avais trouvé ça fascinant, la manière dont la question de la solitude était traitée dans ce film, et de manière générale, d'autres problématiques existentielles aussi. Mais la raison pour laquelle je vous en parle, c'est surtout lié au fait qu'on voit bien dans ce film à quel point, jour après jour, il apprend de ses erreurs. Et on voit bien dans ce film toute cette dimension de l'expérience qui s'effectue à travers des essais, des erreurs. Il y a des moments de frustration extrêmement importants, de grande colère parce que ce qu'il fait est détruit par l'environnement. Mais toutes ces expériences sont des choses qui lui apprennent jour après jour comment survivre. Et vous voyez, il aurait beau avoir toutes les connaissances théoriques du monde, ça ne lui sert à rien dans cet environnement-là, ou en tout cas ce n'est pas suffisant. Le fait de parler de ce film, ça me fait faire un lien, vous savez, avec le divertissement. Une des manières de repérer ça, c'est toutes ces personnes, vous savez, qui participent au jeu Koh-Lanta, et qui y vont en ayant accumulé toute une somme de connaissances qu'ils ont lues dans les livres, et ils se rendent bien compte, lorsqu'ils arrivent sur place, que les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Vous avez des gens qui se sont entraînés pendant des mois à faire un feu chez eux dans le sud de la France, et puis quand ils arrivent sur une île tropicale, évidemment, c'est pas du tout la même histoire. Le taux d'humidité n'est pas le même, le bois disponible n'est pas le même, on n'a pas les mêmes outils, on n'a pas le même niveau de fatigue, ce n'est pas du tout la même chose. Donc pour le thérapeute, la connaissance se réfère à tous ces savoirs théoriques, d'où l'importance de toujours se former, de lire, de se tenir en état d'alerte intellectuelle. Et l'expérience se réfère à tous les apprentissages qui ne peuvent s'effectuer que dans l'exercice de la pratique, dans les rencontres, dans les essais, dans les erreurs effectuées, d'une part dans le cadre relationnel bien particulier qui est celui de la thérapie, mais plus globalement, et c'est là la beauté de ce métier, dans toutes les expériences relationnelles au sens large. Et donc du coup, vous voyez, l'expérience de vie du thérapeute est toujours une alliée puissante qui vient renforcer son autorité aux côtés de ses connaissances. Et donc si on en revient à notre premier pilier, pour avoir cette autorité, il est indispensable qu'il y ait de la connaissance et de l'expérience. Puisque la connaissance seule, sans la pratique, ne permet pas d'avoir de l'autorité, et que l'expérience seule, sans la connaissance, est toujours un petit peu bancale. Pour vous donner un exemple qui n'aurait pas forcément rapport avec de la thérapie, vous voyez un chef d'entreprise ou un directeur d'établissement qui permet à ses salariés d'aller se former, il leur permet d'augmenter leur autorité. Mais on va voir ensemble que l'autorité ne fait pas tout, et pour ça on va parler du deuxième pilier, qui est celui de la responsabilité. Cette responsabilité, c'est la capacité à assumer les conséquences de ses actes. C'est le fait de remplir ses engagements, de se porter garant, de se porter responsable pour soi-même ou pour les autres. Parce que oui, on peut assumer la responsabilité des actes qui sont commis par d'autres. C'est par exemple le cas d'un parent qui va devoir assumer la responsabilité des actes qui sont commis par ses enfants. Un chef d'entreprise ou un directeur d'établissement va également assumer la responsabilité des actes qui sont commis par les personnes qui sont, on dit bien, sous sa responsabilité. Ce qu'il faut voir, c'est que cette position de responsabilité est une posture de maturité. Il ne faut pas confondre la responsabilité avec la culpabilité. Le fait de dire que quelqu'un est responsable, c'est le fait de lui reconnaître une qualité. Ça ne veut pas dire qu'on l'estime coupable. Et celui qui est doué de cette qualité de responsabilité est censé anticiper les conséquences de ses actes, de ses paroles, de ses comportements sur les autres. Si vous vous souvenez, cette responsabilité, c'est d'ailleurs un des 7 mots-clés de l'intervention stratégique. Et dans le cadre de la thérapie, on travaille toujours
à rendre les personnes qui viennent consulter le plus responsables possible. Bien sûr, toujours en fonction des capacités de chacun. Cette qualité de responsabilité est d'une certaine manière liée à la capacité de remise en question et d'action. Et pour pouvoir agir ou pour pouvoir changer, il est indispensable de se sentir responsable. Si jamais j'attribue sans cesse la responsabilité aux autres vis-à-vis de mes comportements, de mes attitudes, de mes manières de parler, de ma violence, de mon agressivité, à ce moment-là, il est impossible que je puisse me sentir responsable et donc du coup que j'agisse, que je me remette en question et que je change certaines choses dans ma vie. Cette responsabilité implique d'avoir cette conscience que mes attitudes, que mes comportements ont un impact sur mon entourage, sur mes collègues de travail, sur ma famille, etc. Et on va faire le lien avec le troisième pilier puisque cette responsabilité doit être liée au pouvoir. Si vous acceptez cette définition, le pouvoir c'est lié à la capacité de produire un effet, de produire un écart entre l'avant et après intervention de ma part. Par exemple, un influenceur va avoir du pouvoir dans le sens où ce qu'il dit ou ce qu'il montre va avoir un impact sur les gens. Et d'une certaine manière, on peut dire que le thérapeute doit avoir un certain pouvoir. Sinon, ça veut dire que ce qu'il fait ou ce qu'il dit n'a absolument aucun effet sur les personnes qui viennent le consulter. Et cette notion de pouvoir implique évidemment une grande responsabilité. C'est pour ça que vous voyez, ces 4 piliers sont vraiment liés les uns avec les autres. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Bien entendu, dans le cadre de la thérapie, mais comme dans tous les autres domaines, cette notion de pouvoir est rigoureusement encadrée par l'éthique et par la déontologie. On reparlera d'ailleurs de cette question de la déontologie dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Une nuance qui est importante à saisir, c'est que le pouvoir, en tout cas tel qu'il est exercé par le thérapeute, a toujours une vocation d'améliorer les choses. Mais le pouvoir est vraiment juste lié au fait qu'il y ait des conséquences à nos actes. Il peut y avoir une personne dans une famille qui a beaucoup de pouvoir, mais que ce pouvoir ait un effet très néfaste sur les autres. Et si en plus, là je vais commencer à relier les piliers entre eux, le pouvoir n'est pas associé à la responsabilité, à ce moment-là ça peut être un vrai désastre. Imaginez une famille dans laquelle c'est l'enfant qui a le pouvoir, mais pas la responsabilité. Eh bien ça veut dire que finalement ce sont les comportements de l'enfant qui produisent le plus d'effets dans la famille, d'une certaine manière c'est lui qui décide, mais comme il n'est pas estimé responsable ou qu'il ne se sent pas responsable de ses actes, il peut faire n'importe quoi sans jamais se remettre en question. Donc du coup il ne peut pas vraiment y avoir d'évolution et ça peut vraiment mener à des impasses importantes qui amènent les gens à consulter dans le cadre de thérapie familiale. Une autre manière de lier ces piliers entre eux, notamment quand on parle de la responsabilité et du pouvoir, c'est le fait de se dire qu'il ne faut jamais accepter une responsabilité si on ne nous délègue pas le pouvoir qui est associé. Sinon, ça produit vraiment de l'aliénation, et ils sont nombreux les cas de figure dans lesquels on confie une responsabilité à quelqu'un, mais pas vraiment le pouvoir. Vous savez, par exemple, une personne qui est supérieure hiérarchique, qui va confier une responsabilité à quelqu'un, mais qui sans cesse va avoir des actions qui viennent corriger ce qu'il est en train de faire. Eh bien, ce que l'on voit, c'est qu'il ne donne pas le pouvoir. Il donne la responsabilité, mais pas le pouvoir qui est associé, donc d'une certaine manière, il aliène son salarié. Et ça, c'est quelque chose, quand on en est victime, qu'on peut ne pas forcément voir. Et rien que le fait de mettre des mots dessus, parfois ça a un effet apaisant immédiat parce qu'on se rend compte qu'en fait, ce que l'on est en train de vivre, c'est anormal. Et que par contre, ce qui est normal, c'est qu'on souffre de la situation. Mais on est dans un système où j'ai vu parfois, notamment dans le monde de l'entreprise, des gens qui vont être en plus culpabilisés du fait de ne pas aller bien et qui vont se sentir responsables, qui vont se dire que c'est de leur faute si jamais elles ne se sentent pas compétentes, si jamais elles n'ont pas suffisamment d'énergie, si elles se sentent déprimées. Et on va leur renvoyer cette responsabilité-là, en plus, en allant se faire soigner. Ou alors on va faire intervenir quelqu'un d'extérieur, ou un coach, qui va venir lui dire ce qu'elle doit faire, comme si c'était la personne qui était déficiente. Alors qu'en réalité, ce dont elle souffre, c'est quelque chose de systémique, c'est quelque chose de bien plus global, et on en revient à cette métaphore que j'utilise très souvent, qui est celle de la pyramide humaine. Et c'est là tout l'intérêt de l'approche systémique pour pouvoir comprendre les phénomènes humains, que ce soit dans une famille, dans une institution, dans une entreprise, etc. Donc la responsabilité sans pouvoir place dans une posture de bouc émissaire. Et si on prend l'inverse, le pouvoir sans responsabilité, c'est du despotisme. Et pour faire un lien avec le 4e pilier que je vais vous présenter maintenant, le fait d'avoir du pouvoir sans légitimité, c'est une usurpation. Puisque le 4e pilier, cette légitimité, elle fait appel à tout ce qui est fondé en droit. Tout ce qui est édicté par la justice, par l'organisation sociale. Vous voyez, l'autorité était quelque chose qui était auto-généré, alors que la légitimité est quelque chose qui est accordé par la société. Cette légitimité renvoie à la position légale, au statut, à la place qui est reconnue par la collectivité et qui attribue une fonction sociale.
La légitimité professionnelle peut être sanctionnée par un diplôme, un certificat, une reconnaissance officielle de centre d'enseignement ou par les pairs, les collègues. Et cette légitimité peut aussi se visualiser dans les autres sphères, comme dans la sphère sociale ou dans la sphère familiale. Par exemple, un beau-père ou une belle-mère peut avoir l'autorité, la responsabilité et le pouvoir, mais pas forcément la légitimité. Et d'ailleurs, les enfants jouent en général admirablement bien avec ça. Avec, vous savez, la fameuse phrase « t'es pas mon père » ou « t'es pas ma mère », en fait, ils viennent bien signifier qu'il y a un problème de légitimité. Mais ça ne signifie pas qu'il ne puisse pas en avoir, mais elle doit être donnée par les parents. En fait, le beau-parent tire sa légitimité de la validation des parents biologiques. Pour prendre une métaphore outre-Manche, c'est comme si les parents étaient les rois et le beau-parent Premier ministre. Il peut avoir beaucoup de pouvoir, de responsabilité et d'autorité, mais ce sont les détenteurs de la couronne qui décident quelle légitimité lui accorder. Et il y a des personnes qui peuvent venir consulter parce qu'ils sont en crise de légitimité ou en crise d'autorité, les deux peuvent être liés d'ailleurs. Pour avoir une représentation visuelle de ces 4 piliers, je vais essayer de vous les dessiner et de vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut se les représenter. Ça, c'est la manière dont le schématise le docteur Reynaldo Perón. Et en même temps que je vous fais le dessin que je vais essayer de vous afficher sur l'écran en post-production, je vais vous lire un passage de l'ouvrage de Yara Dumitnofal et de Reynaldo Perón qui s'appelle « Provoquer le changement », dans lequel il parle de ce concept. Ils nous disent « Ces 4 piliers ne sont pas des exclusifs aux thérapeutes, mais ils font partie de la matière transmise au système client, visant à lui attribuer l'autorité pour agir, la responsabilité pour assumer, le pouvoir pour transformer et produire des effets, et la légitimité pour revendiquer le droit de réaliser les actions utiles pour son intérêt ou pour celui des siens. » Du coup, l'intervention vise donc, selon la méthode stratégique résolutive, à permettre, pour chacun des protagonistes impliqués dans le processus, le plein exercice de l'autorité, de la responsabilité, du pouvoir et de la légitimité. S'il s'agit d'une famille, par exemple, tant les parents que les enfants, chacun dans le domaine qui lui revient et dans la mesure de ses possibilités, doivent assumer entièrement leur position. Également, s'il s'agit d'une institution, le même principe s'applique à chacun, dirigeant, cadre, employé ou usager du système. Et donc vous aurez compris, et ça se voit bien dans la schématisation, que tout l'intérêt, c'est vraiment la transmission de ces 4 piliers qui va s'effectuer par le fait que d'abord, l'intervenant les incarne. J'espère que ce concept vous aura intéressé. N'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires si jamais vous y voyez d'autres applications possibles dans d'autres champs d'études. Si vous êtes intéressé pour aller plus loin, puisque là je vous ai vraiment présenté un condensé de ce concept-là. Ensuite, il y a toute la déclinaison de la technique, de la manière dont on va pouvoir transmettre justement ces 4 piliers. Bien, à ce moment-là, je vous conseille vraiment d'aller vous diriger vers l'Institut de formation et d'application des thérapies de la communication qui est basé à Lyon et très nouvellement à Clermont-Ferrand. Parce que c'est là-bas que vous pourrez vraiment apprendre les techniques, que vous pourrez apprendre la manière dont on peut transmettre chacun de ces 4 piliers dans l'espace de la thérapie. Voilà, je vous remercie une nouvelle fois pour votre attention et en attendant avec impatience de vous retrouver la semaine prochaine, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.